Bonjour à tous, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas encore. Maurice Meyer, donc je suis effectivement le fondateur et organisateur de la manifestation depuis 18 ans. Donc on est toujours là, vaillant, content de vous accueillir. Et puis je tiens à remercier effectivement nos intervenants aujourd'hui, donc notre tête d'affiche de la manifestation qui est là aujourd'hui. Donc M. Prudhomme, qui nous vient du sud-ouest de la France, il va nous raconter tout ça tout à l'heure. Et effectivement, notre animateur, qui est un peu plus local, si j'ai bien compris, M. Vial. Et donc je remercie aussi l'Institut européen d'éthique alimentaire, qui va être présenté tout à l'heure, pour sa participation, pour cette coproduction. Et donc je sens que ça va être très intéressant. Et je vous souhaite une bonne intervention. À tout à l'heure, merci. Merci Maurice et bravo pour tout le travail que tu fais depuis 18 ans. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même parce qu'il n'a pas l'habitude d'être... D'habitude je ne le fais pas, mais... La conférence donc inaugurale de Biot-Bernay est consacrée cette année au combat d'un député insoumis de Gironde qui est à côté de moi, c'est Loïc Prudhomme qui vient de sortir aux éditions Thierry Soucard un livre qui fait froid dans le dos sur notre alimentation. Je l'ai dans les mains. Si à la fin de cette conférence ce livre vous intéresse, vous irez le signer, on est d'accord Loïc. Ça s'appelle « Malbouffe, un député met les pieds dans le plat ». Loïc Prudhomme a présidé la commission d'enquête parlementaire sur l'alimentation industrielle et dans ce livre, il dénonce les méthodes et les dérives de l'agro-industrie et de la grande distribution et leurs répercussions sanitaires sur notre corps à nous. Et vous allez voir avec cette conférence qu'il y en a des répercussions. Il faut dire que Loïc Prudhomme, avant d'être député de Gironde, est technicien à l'Institut national de la recherche agroéconomique et c'est un spécialiste des sciences du sol. Et si vous suivez un peu l'actualité nationale, ici même en Alsace, peut-être que ce visage vous dit quelque chose. Votre oreille, ça va mieux, Loïc ? Ça va bien, merci. Pourquoi je dis votre oreille ? J'ai été effectivement, il y a 2 ans de ça, sujet à quelques violences policières. Exactement. À Bordeaux. C'était le 2 mars 2019, en quittant une manifestation des Gilets jaunes. Vous avez été violemment frappé par un policier et vous êtes blessé. Et après une plainte devant l'inspection générale de la police, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, vous a reproché d'avoir provoqué, vous qui partiez, le policier et a nié les faits. Et d'ailleurs, cette version va provoquer le départ de l'hémicycle de votre groupe, la France Insoumise, à l'Assemblée nationale. Et puis, peut-être sur un sujet qui nous intéresse plus, Loïc Prudhomme vous dit quelque chose. Quand on regarde le Nutri-Score, vous savez, vous connaissez le Nutri-Score ? C'est lui. Un peu. Très peu. C'est surtout l'équipe du professeur Serge Erkberg et on a essayé, et en tout cas j'ai modestement essayé de contribuer dans une proposition de loi à ce qu'il soit rendu obligatoire avec assez peu de succès puisque la proposition est toujours encalminée entre l'Assemblée où elle est adoptée et le Sénat où c'est toujours pas à l'ordre du jour. On en parlera aussi. Et donc avant de débuter notre conférence, je voudrais aussi vous signaler que cette conférence est organisée, Maurice l'a dit tout à l'heure, par l'Institut européen d'éthique alimentaire qui est rattaché à l'Université de Strasbourg, qui est présidé par François Loss, plusieurs fois ministre, qui est dans cette salle. François, voilà, il est là. Et qui est dirigé par Jean-Louis de Valmigère, qui a notamment été le dirigeant de chez Yvonne, le restaurant mythique en Alsace. Et il est là aussi, Jean-Louis. Et c'est eux, tout à l'heure, qui prendront la parole, après moi, après cette animation de conférence, pour animer le débat entre vous et Monsieur Prudhomme. Bon alors, vous savez, en Alsace, on me reproche souvent d'être un peu trop transparent dans mes critiques, Loïc Prudhomme. Je vais être franc, je suis parti sur un mauvais a priori. Encore un livre sur la malbouffe, en plus c'est un député qui l'écrit, donc je me suis dit que ça n'allait pas être terrible. Et finalement, j'ai adoré votre livre. Ça se lit super facilement, mais surtout, ça fourmille d'informations totalement incroyables. Elles sont tirées donc, et je l'ai dit en introduction, de l'enquête parlementaire que vous avez menée sur l'alimentation industrielle. Alors, s'il y avait un chiffre à retenir de ce livre qui fait froid dans le dos, aujourd'hui, en France, 36%, c'est vous qui l'écrivez, 36% des décès sont dus à une mauvaise alimentation. C'est donc la malbouffe. Comment on en est arrivé là ?
Alors oui, il y a un autre chiffre aussi qui fait froid dans le dos et qui vient aussi en appui de cette question, c'est qu'aujourd'hui, cette question de la malbouffe nous coûte à nous tous, chaque année, collectivement, plus de 50 milliards d'euros, que ce soit à notre système de protection sociale ou par tous les désagréments, les arrêts de travail que ça peut causer. Et donc c'est, comme vous l'avez fort justement dit, Éric, c'est à l'issue de cette commission d'enquête où, prenant conscience et prenant connaissance de tous ces chiffres, c'était le premier travail parlementaire de cette ampleur qui a permis d'agréger des études, je ne pouvais pas rester silencieux et taire ce qui pour moi était quand même assez scandaleux, c'est que finalement tous ces chiffres n'étaient pas tellement secrets. On les trouve, les 20 milliards que coûte la malbouffe, par exemple, sur le registre de l'obésité, c'est documenté par le Trésor, donc voilà, une institution de l'État, la direction du Trésor, et donc tout le monde était au courant, en tout cas les décideurs politiques sont au courant depuis bien longtemps, et ce qui m'a heurté, c'est que finalement, personne ne faisait grand-chose, ou pour mieux dire, tout le monde tournait la tête. Parce qu'il y a effectivement aussi le poids de cette industrie agroalimentaire dans notre pays qui n'est pas neutre, qui n'est pas anodin. Et donc, plutôt que d'essayer d'imposer des choses pour le bien de notre santé à tous, il était plus facile pour les décideurs de ne rien décider, de tourner la tête. Et c'est ce qui m'a vraiment décidé, avec ma collaboratrice Tiffaine Morin, qui est scientifique de formation, à écrire ce bouquin. Alors, il faut nous expliquer, parce que moi, quand j'ai dit, mais la France insoumise aux dernières nouvelles n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, et vous vous retrouvez président d'une commission d'enquête, vous l'expliquez très bien, vous dites que c'est un droit de tirage, finalement. Pourquoi c'était un sujet pour vous, pour le groupe la malbouffe? Et je vais faire une double question. Vous nous apprenez dans le livre que ça a été très sérieux, 6 mois d'enquête, oui. 40 acteurs interrogés. Donc, pourquoi finalement cette commission d'enquête? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors effectivement, on n'était pas un groupe majoritaire, mais peut-être ça changera dans le futur. En tout cas, on y travaille. Et malgré tout, le fait d'être minoritaire, en tout cas un tout petit groupe, nous accorde ce fameux droit de tirage qui permet qu'une fois par session parlementaire, nous puissions imposer ce sujet. Et alors pourquoi ce sujet? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le groupe? En fait, c'est des discussions qu'on a chaque année sur quel est le sujet qui pourrait nous permettre aussi de mettre le doigt sur des choses qui concernent une grande majorité de la population. Et puis aussi, j'allais dire, les gens comme vous et moi, quoi, les gens normaux qui, au quotidien, se posent des questions et à qui on se doit, responsable politique, d'apporter des réponses. Et quand on tire en fait le fil de l'alimentation de la malbouffe, la pelote vient avec. Et derrière ça, il y a effectivement la qualité de ce que l'on mange, il y a les questions sanitaires, puisqu'on va beaucoup parler de santé publique, mais il y a aussi la question, et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant, pour moi en tout cas, je remercie vraiment BioBernay de m'accueillir et puis à l'Institut de l'éthique alimentaire d'avoir créé ce lien, c'est comment on produit notre alimentation. Parce qu'elle n'arrive pas de nulle part. Elle est bien produite quelque part par des gens avec des modes de production qui sont aujourd'hui aussi remis en cause par tout ce qu'on a découvert dans cette commission d'enquête et que je mets dans le bouquin. Donc voilà pourquoi ce sujet était vraiment essentiel pour nous et il nous semblait toucher vraiment à des choses du quotidien des gens qu'il faut aujourd'hui impérativement changer. La commission d'enquête a prouvé finalement qu'on avait eu la bonne intuition. Ouais. Alors, vous avez raison de le dire. Il faut nous raconter aussi, vous le dites dans le livre, c'est vrai que l'alimentation est au cœur de notre vie, à tous. Mais en mettant en place cette commission d'enquête, vous le dites dans le livre, vous allez être menacés. On va tenter, des lobbies vont tenter de décrédibiliser cette commission, vont tenter personnellement de vous attaquer, en disant en gros, Prud'homme c'est un mauvais, il connaît rien, il est nul. Vous avez été surpris de cette violence de la part des lobbies de l'agroalimentaire? Mais j'étais d'autant plus surpris que c'est arrivé assez vite et assez tôt dans le travail de la commission. Et j'allais dire finalement, ça m'a motivé à la poursuivre de manière encore plus pugnace
et plus déterminée. En fait, je vous raconte, parce que l'anecdote vaut d'être racontée, je pense. C'était une des premières auditions où j'auditionnais l'ANIA, c'est le syndicat de l'industrie agroalimentaire. Donc c'était toute une ribambelle de personnes, direction générale, chargée des relations institutionnelles, et puis une dame aussi qui s'occupe de la partie scientifique, qui est une personne qui a pantouflé de l'agence de sécurité française des aliments, l'ANSES, et puis la chargée des relations institutionnelles. À peine avais-je eu le temps de poser la première question que elle-même me posait des questions. Elle me disait: Monsieur Prudhomme, avez-vous l'intention de discréditer l'industrie agroalimentaire Enfin, bon, c'était vraiment parti avec une inversion des rôles et en gros sur la légitimité de mener cette enquête. Et ça m'a fait rapidement et tout de suite penser. Je l'ai peut-être, je ne sais plus si je l'ai mis noir sur blanc dans le bouquin, mais c'était un petit peu les mêmes méthodes que l'industrie du tabac à son époque. C'est-à-dire que porter tout de suite le fer contre les personnes qui dénoncent ou qui, en tout cas, font un petit peu un travail de lanceur d'alerte. Et puis, à l'issue aussi, décrédibiliser la parole en disant: Monsieur Prudhomme, vous n'êtes pas compétent, vous ne connaissez rien. Certes, mais j'ai fait le travail sérieusement. Je me suis appuyé sur des auditions de scientifiques. C'est-à-dire que là, on a compilé dans cette commission d'enquête des années et des années de connaissances scientifiques. Donc, bien sûr, moi-même, je ne suis pas un spécialiste à l'origine de ces questions. Je ne me revendique toujours pas un scientifique de la nutrition, ni un nutritionniste. Néanmoins, je suis un décideur politique. C'est les politiques qui ont à décider des politiques publiques que nous allons mener dans ce pays-là. Et pour cela, on s'appuie sur des connaissances scientifiques et on le fait avec sérieux. Et voilà, donc ça a été effectivement assez surprenant la manière dont tout de suite la parole publique a été attaquée. Et on vous attaquait dans les journaux, c'est parti. Oui, sur les réseaux sociaux, enfin bon, avec parfois des phonés. Enfin, voilà. Alors très vite, vous dites, je vous cite dans le livre, que vous prenez conscience très vite que nous sommes devant un scandale majeur. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on cite juste les chiffres, quand vous enchaînez quelques semaines d'audition et que rapidement vous apercevez que les données sont connues, que des scientifiques vous montrent les courbes exponentielles quasiment du diabète de type 2 dans notre pays, qui vous montrent les courbes de l'obésité. À un moment, vous dites, mais ces rapports-là, ils ne datent pas d'hier, quoi. Ils existent depuis longtemps. Et donc, c'est un nombre de morts, tout de suite, dont il s'agit. Parce que j'ai parlé des coûts, mais derrière les coûts que ça coûte aussi, c'est un nombre de morts qui sont à mettre au débit de cette industrie de la malbouffe. Donc, obésité, diabète, prévalence de cancer, hypertension, etc., etc. Donc, quand vous avez ça qui vous saute aux yeux au fur et à mesure des auditions, vous dites comment rien n'a été fait. Et c'est comme ça que je l'ai présenté aussi à la remise du rapport. C'était en septembre 2018, si ma mémoire est bonne. Quand on présente ce rapport après l'avoir produit et qu'il est voté par l'ensemble des membres de la commission d'enquête, et que je dis en conférence de presse, j'ai l'impression d'avoir affaire à une association de malfaiteurs. C'est-à-dire que des gens qui savent, des industriels, des politiques qui savent et qui ne font rien, et qui entraînent des coûts énormes en termes de vie, en termes de coûts même financiers pour notre pays. Alors j'ai pris quelques chiffres. La malbouffe, vous l'avez dit, a un coût social, et donc vous l'avez quantifié, 50 milliards d'euros. Rien que l'obésité, c'est 20,5 milliards d'euros. Pour faire un comparatif, l'alcool, c'est 15 milliards. Qu'est-ce que vous nous expliquez finalement dans ce livre? Est-ce que manger mieux, ça nous permettrait de faire des économies? Évidemment. Mais je crois que 50 milliards, personne ici ne mesure ce que c'est. Alors pour avoir quelques idées et fixer quelques points de repère, 50 milliards, c'est 5 fois, par exemple, la politique agricole commune, les montants de la PAC en France. C'est-à-dire les aides qui sont distribuées aux agriculteurs. D'accord ? Conventionnels et bio, tout confondu. Surtout les conventionnels d'ailleurs. Donc 5 fois ça. Donc vous voyez à quel point, si on arrivait à économiser là-dessus, on aurait des leviers d'une puissance inégalée pour réorienter notre modèle de production alimentaire. Parce que moi je parle de modèle de production alimentaire. Ça c'est déjà une chose qui est, à mon sens,
énorme et qu'il faut fixer. C'est aussi aujourd'hui 50 milliards de dégâts pour nous tous. C'est 30 fois à peu près le montant de l'aide alimentaire dans notre pays. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de quoi manger à leur faim dans leur assiette et qui vont se nourrir auprès d'associations qui font ça parce que les Restos du Cœur, le Secours populaire, le Secours catholique, etc. etc. Et donc ça fixe quand même quelques idées. C'est-à-dire que vous voyez qu'on pourrait aussi permettre aux 8 millions de personnes qui aujourd'hui ne mangent pas à notre faim dans notre pays et qui vont manger de l'alimentation industrielle qui est financée finalement par des fonds européens et qui restent dans ce cercle, j'allais dire, de la malbouffe, on pourrait leur permettre de manger peut-être ici des produits locaux, à minima locaux, au mieux bio, en tout cas pas de l'alimentation transformée ou ultra transformée, mais on va en reparler, j'imagine. Évidemment. Alors ce sont les catégories les plus populaires qui sont les plus touchées, dites-vous, par la malbouffe. Il y a des chiffres aussi qui sont un peu édifiants. Alors en moyenne, ils dépensent 140 € par mois pour leur alimentation, contre 257 € pour les catégories les plus aisées. Et nous dépensons, vous dites, 2 fois moins qu'en 1960 pour notre alimentation. Mais comment dire aux gens qui n'ont pas d'argent de dépenser davantage pour manger, alors que forcément, ils n'ont pas les moyens pour manger mieux et plus cher. Et oui, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, une calorie de mauvaise qualité, elle coûte 5 fois moins cher qu'une bonne calorie, c'est-à-dire celle que vous allez cuisiner avec des produits frais locaux. Donc quand vous êtes dans une situation de précarité financière, finalement, vous n'avez pas de choix. Donc c'est pas comment on va dire, on va aussi en reparler. C'est pas comment on va dire aux gens les plus modestes, les plus fragiles, comment il faut qu'ils dépensent plus dans leur alimentation parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Voilà, mais déjà on va commencer par les payer mieux. Oui. Et ça va déjà être un bon début. En tout cas, voilà, et ça va leur permettre aussi de rentrer dans des questions de choix, de choisir, de pouvoir enfin choisir l'alimentation qu'ils vont vouloir mettre dans leur assiette. Ça, c'est une première étape. Ensuite, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'était entre les personnes qui ont moins de moyens. Oui. Et ensuite, voilà. Oui, merci. Ensuite, c'est la question de la proportion que vous avez posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ménages engagent 19% de leurs dépenses. En France. 19% de leurs dépenses du budget de la famille dans l'alimentation, c'était 2 fois plus au sortir de la guerre, dans les années 50. Aux États-Unis, c'est entre 8 et 9, on nous dit. Non, mais vous voyez, la tendance, la pente est glissante. Si on arrive là, alors pourquoi je parle de ça ? Parce que ça veut dire aussi, et c'est pour ça rejoint la question des classes populaires les plus touchées. Et on y est tous aussi on en est tous un peu victimes. C'est qu'on nous fait croire depuis 40 ans, 50 ans, depuis l'avènement de cette industrie agroalimentaire puissante, que manger ne coûte rien. Et au sens propre comme au sens figuré. Et quand on vous dit manger ne coûte rien, finalement, ce que vous achetez ne mérite pas le prix que vous y mettez dedans, puisqu'on vous dit que ça coûte rien, ça vaut rien, donc vous ne voulez pas y mettre cher. Alors que non, en fait. Il y a des producteurs ici, voilà, vous allez en retrouver là, on en a un devant nous, l'organisateur de ce salon. Produire de l'alimentation, ça coûte pas rien. Et la valeur qui est dedans, ça demande à être rémunéré à son juste niveau. Et donc se nourrir doit prendre effectivement une plus grande part dans notre budget, dans notre attention. Mais il n'y a pas que le budget qui rentre dans cette ligne de compte. Et je vais juste en toucher 2 mots en essayant d'être le plus bref possible. Il y a aussi la question de nos modes de vie qui ont beaucoup bougé. Et pourquoi aujourd'hui l'agroalimentaire est beaucoup rentré dans nos foyers ? Parce qu'elle fournit un service alimentaire. Dire qu'on a on a moins de temps pour cuisiner, on a des occupations où on est très nomade, on a besoin d'emporter un petit casse-croûte ici ou là, quand on prend le train, quand on va au boulot, et qu'on n'a pas le temps forcément de cuisiner, puisque la journée de travail aussi prend beaucoup de temps. Et donc, tout ça a fait un changement dans notre mode de fonctionnement et notre façon de nous alimenter. On a réduit le temps disponible, on a pris des aliments qui sont transformés, on a réduit la part du budget qu'on mettait dans l'alimentation et on a tous glissé sur ce toboggan
finalement, qui nous amène aujourd'hui à avoir de la malbouffe dans nos assiettes, et personne n'est épargné, ni vous ni moi. On en a un petit peu discuté avant, mais voilà, je ne suis pas exempt de critique non plus. On est tous victimes de ce système-là, et c'est très compliqué en fait de renverser la vapeur. Alors, un des premiers constats, parce que là, on a parlé du contexte général, mais je vous propose de rentrer dans notre assiette maintenant. Un des premiers constats que vous faites, c'est, vous en avez fait allusion là à l'instant, c'est sur les aliments transformés. Alors, vous avez des photos, vous avez des comparatifs, et là, le constat, il est accablant. Sur tout ce qui est sur les aliments transformés, en fait, c'est une catastrophe pour notre alimentation. Ah oui, c'est la grosse catastrophe. C'est, à mon sens, la principale. Mais ça nous permet peut-être de définir d'ailleurs, avant tout, ce qu'est la malbouffe, en tout cas à mon sens. Parce qu'on peut croire que la malbouffe, c'est juste le fast-food. Oui. Mais je pense que c'est un écran de fumée. Vous pouvez ici sortir, aller manger un hamburger bio, et je ne pense pas que ça soit de la malbouffe pour autant. Pour moi, la malbouffe, c'est quoi ? Ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de sel, de sucre, d'acides gras transformés, qui sont des aliments qui peuvent contenir des résidus de pesticides. On en revient aussi à cette question de l'alimentation. On en parlera aussi. On va en parler. Mais c'est surtout des aliments qui sont composés à partir de ce que j'appelle moi des briques élémentaires, de produits de base qui sont fragmentés. Alors des protéines de pois, de l'amidon de malt, enfin de toutes sortes de choses. Ces briques élémentaires qui proviennent de ce que l'industrie alimentaire appelle le cracking. Voilà, vous prenez des pois protéagineux, vous en faites de l'amidon, de la protéine et toutes sortes de choses. Quand vous lisez sur l'étiquette dextrose, maltodextrose, etc., tous les noms que vous ne comprenez pas, sachez que c'est déjà un signe. Et donc de ces briques-là, ils les réassemblent pour produire des nouveaux aliments qui sont donc des aliments ultra transformés. C'est-à-dire qu'avec quasiment les mêmes briques élémentaires, l'industrie est capable de vous faire, je schématise mais ça vous fixe les idées, du surimi de poisson ou de la mousse au chocolat. Alors, comment ils font la différence ? Et c'est là que ça devient dangereux. C'est un peu comme dans les laits à cuisse avec... Tricatel. pour ceux qui ont la référence cinématographique, c'est les mêmes. Comment on fait la différence en fait quand avec les mêmes briques élémentaires on fait du surimi de poisson et de la mousse au chocolat ? Eh bien, on met des agents de texture, des colorants, des arômes chimiques, etc., etc. Et donc le double danger de l'alimentation ultra transformée, c'est ces briques qui sont en fait qui sont pas des vrais aliments, mais qui sont des je sais pas comment les appeler, des briques, des briques de l'industrie alimentaire. Ouais. Et puis c'est tous les additifs qui sont donc incorporés, emmenés par ce véhicule de l'alimentation ultra transformée, et qui là posent vraiment des gros soucis parce qu'ils ont été pour beaucoup autorisés à la mise sur le marché dans des temps où les conflits d'intérêts rongeaient grandement les agences européennes chargées de notre sécurité alimentaire. Alors vous avez tout testé dans cette commission d'enquête. Vous avez parlé du sucre caché. Alors vous prenez une barquette de carottes, à un moment, une carotte râpée, voilà. Et là vous vous apercevez que dans des carottes râpées, il y a des carottes. Ah non, et vous dites, il y a 16 grammes de sucre. Un truc incroyable, où je crois c'est 6 ou 7 morceaux de sucre dans des carottes. Tout à fait. Oui, c'est ce que je viens de décrire de l'alimentation ultra transformée, c'est que donc c'est une composition de briques élémentaires sans odeur ni saveur ni consistance. On y rajoute des additifs, des arômes, mais parfois ça suffit pas pour donner aux carottes industrielles un goût de carotte ou d'autres aliments. Et donc on y met des exhausteurs de goût et les moins chers et les plus efficaces, c'est le sucre et le sel. Voilà. Et donc c'est comme ça que dans des carottes industrielles vendues sous vide dans votre supermarché, vous retrouvez avec du sucre pour faire qu'il y ait un semblant de goût de carotte quand même à un moment, parce que sinon vous avez pain. Le pain aussi, vous dites trop de sel. Et trop de sel. Alors ça c'est un vieux combat, c'est un combat ancien, mais qui est toujours pas gagné, remporté. C'est que sur les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, notre consommation de sel journalière devrait être à 5 grammes. Et aujourd'hui, on est quasi au double. On est entre 9 et 11 grammes en moyenne. Et que dans cet apport de sel journalier, le pain pèse pour 30%. Donc il y a plus de 15 ans maintenant, il a été demandé à l'industrie boulangère de réduire les taux de sel parce que ce poids dans notre ration était trop important et que pour rentrer dans les recommandations de l'OMS, il était nécessaire de passer de 25 grammes de sel par kilo de farine à 15-16 grammes. Bon, on est plus de 15 ans après, on est toujours à 19 ou 20 grammes.
Parce que, et c'est là aussi moi, mon rôle de décideur politique, parce qu'on a laissé l'industrie boulangère jurer la main sur le cœur qu'ils allaient faire des progrès. Et que donc c'est ce qu'on appelle les engagements volontaires. Alors oui, vous avez un boulanger qui va être de bonne volonté, il va réduire le sel, sauf que son voisin ne va pas le faire. Et donc au moment où vous allez acheter votre pain, vous allez trouver une différence de saveur. Et donc vous irez et vous allez aller chez celui qui sale encore. Alors que en fait, il est tout à fait possible de réduire ça dans un temps très court, ça a été prouvé, d'autres pays l'ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste contraindre, et ça c'est le législateur qui doit le faire. L'industrie boulangère, par exemple, à réduire le taux de sel dans ses baguettes, 1 gramme en 2022, 1 gramme supplémentaire en 2023, 2 grammes en 2024, et puis dans 5 ans, on est aux 15 grammes, et on ne se sera même pas aperçu d'aucun changement de goût. Parce que ça, c'est avéré aussi, il y a des études scientifiques qui existent, c'est que quand la décrue est progressive, c'est pour nous, c'est imperceptible. Mais si vous passez d'un coup de 25 grammes à 19 grammes, votre baguette, vous allez la trouver détestable, vous n'allez plus voir votre boulanger, vous allez voir celui d'à côté. Donc voilà, il y a des vraies stratégies dans les politiques publiques à mener pour combattre ce fléau de la malbouffe. Et c'est là que moi, je déplore l'inaction politique. Alors, il faut qu'on revienne sur les additifs, parce qu'il y a tout un chapitre sur les additifs, effectivement, dans votre livre. Vous dites, moi, je ne savais pas, je pensais que c'était pour mon bien qu'on mettait des additifs dans les produits. Le jambon, voilà, tout le monde sait que dans le jambon, il y a des nitrates et des nitrites. Et vous dites, tous les nitrites ou tous les nitrates sont classés cancérogènes, tous. Et pourtant, ils sont autorisés, y compris dans les produits bio. Et là, vous pointez l'Europe. Vous dites c'est de la responsabilité de l'Europe. Bien sûr, c'est ce que je disais sur l'ensemble des additifs et ceux-là en particulier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la législation qui encadre notre alimentation, en France, 80% des textes sont des textes européens. Donc on est vraiment soumis à la volonté des législateurs européens d'améliorer les choses. Et dans cette grande lessiveuse européenne, les agences de sécurité alimentaire ne sont pas exemptes de responsabilité. C'est-à-dire que beaucoup d'additifs ont été autorisés alors qu'il y avait des conflits d'intérêts dans les comités scientifiques qui permettaient les autorisations. Et puis sur la question des nitrites et des nitrates, c'est la même chose. On était et on est toujours sous un registre où les homologations, les autorisations d'utilisation, elles sont soumises à des études qui sont fournies par les producteurs eux-mêmes. Et donc, ça pose un réel problème de neutralité scientifique pour comprendre en fait ce qu'il faudrait supprimer, éliminer rapidement. Et cette question-là, elle est très actuelle. Je ne sais pas si, j'imagine si vous êtes là, vous êtes un petit peu attentif à votre alimentation. Vous avez dû voir que hier ou avant-hier, il y a une célèbre application qui vous permet de débusquer les aliments ultra transformés qui a été condamnée devant le tribunal par l'industrie justement agroalimentaire et charcutière en particulier, parce que il leur reprochait de dénigrer en fait leur production, parce qu'ils dénonçaient simplement la présence de nitrites, de nitrates et d'autres additifs. Est-ce qu'on peut faire du jambon sans nitrite ou sans nitrate? C'est ce que les industriels nous disent, c'est pas possible. Si, c'est tout à fait possible, puisque certains le font déjà, les pays du Nord notamment. Il y a même des producteurs en France qui font ça. Des petits producteurs qui font du jambon sans nitrite et sans nitrate. Ça ne provoque pas d'épidémie de botulisme, comme on a pu nous le dire. Non, c'est tout à fait sûr, et c'est surtout beaucoup plus sain. Alors, quand on lit votre livre, vous dressez, on ne va pas le faire ici parce qu'on en aurait pour 4 heures, mais la liste des édulcorants, colorants, perturbateurs endocriniens, favorisateurs de maladies cardiovasculaires. Je vous ai lu, Loïc Prudhomme, je me suis dit, mais vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous interdisez pas ça dans nos assiettes? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va arriver très vite quand on sera majoritaire, dans quelques semaines. Plus sérieusement, c'est vraiment la question que je me pose, quoi. C'est comment on n'arrive pas à avoir un consensus sur ces questions-là. Et je vous rapporte une petite anecdote, je la racontais tout à l'heure à François et Jean-Louis.
votre collègue des dernières nouvelles d'Alsace, des DNA, me faisait une petite interview par téléphone hier. Il me disait, mais Monsieur Prudhomme, vous êtes un insoumis, vous allez en terre plutôt un petit peu... de droite. De droite. Il faut le dire. De droite, il faut le dire. C'est un fief. Et vous n'avez pas peur d'être mal perçu ou de passer pour un dangereux radical. Quand on parle d'alimentation, on ne fait pas de politique, je crois. Eh ben, c'est exactement ce que je lui dis. Je lui dis le bon sens, c'est quand même une chose que les Alsaciens partagent au moins avec moi et avec mes collègues de l'opposé de l'hémicycle, de la droite, qui ne manquent pas de bon sens. Et donc, ce n'est pas une question de bord politique. Et ce qui m'étonne, c'est que la majorité actuelle, qui finalement n'a pas de bord politique, je crains que ça soit bien ça le problème, c'est qu'elle oscille entre une espèce de pragmatisme, de réel politique qui l'empêche de prendre les décisions d'intérêt public. Je pense que si la majorité était ou de mon côté ou du côté opposé, on ne serait pas dans cet entre-deux qui fait qu'il y a une absence de décision. C'est-à-dire que là, malgré tout, les interdictions, elles sont de salubrité publique. Et ça n'a pas de bord politique, comme vous dites. Alors, ce qui est appréciable, justement, dans votre livre, c'est que ce n'est pas seulement un constat, vous faites aussi des propositions. Et là, il faut qu'on en parle d'une, c'est que vous dites, tout ça, la loi doit passer. Il faut que ce soit interdit par la loi. C'était le fil rouge des 6 mois de cette commission d'enquête et que j'ai retransmis dans ce bouquin. Les engagements volontaires, j'en ai déjà parlé. Tous les industriels qu'on a reçus nous disent « mais faites-nous confiance, on va améliorer nos recettes ». Le ministre de l'Agriculture de l'époque, c'était M. Travers. Mais on va demander des engagements volontaires rénovés aux industriels. Vous allez voir, jurer cracher, ça va changer dès demain matin. Les engagements volontaires, je vous ai pris l'exemple du pain, ça fait 15 ans que ça ne marche pas. Donc, comment on fait pour changer les choses ? À mon sens, c'est assez simple. C'est le législateur donne un cadre à l'industrie agroalimentaire avec des trajectoires pour sortir de ces travers-là. Les trop de sel, les trop de sucre, les trop d'additifs, les aliments ultra transformés. On donne des trajectoires. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire on n'a plus besoin d'industrie agroalimentaire. Je l'ai dit, nos modes de vie ont changé. Mais de quelle industrie agroalimentaire avons-nous besoin et comment on l'oblige en fait à aller vers le service qu'elle doit nous rendre ? Un service alimentaire, certes, mais une nourriture saine. Et pas seulement des produits qui ne moisissent pas, que si vous les gardez pendant 6 mois dans votre placard, ou des biscuits qui restent durs même si le paquet est ouvert. C'est pas ça le service qu'on demande à l'industrie agroalimentaire. C'est d'une nourriture saine qui réponde à nos besoins. Alors, une nourriture saine, ça tombe bien, je voulais en parler avec vous, parce qu'un argument de l'industrie agroalimentaire, c'est de dire les normes qui nous sont imposées, elles le sont imposées justement par le législateur, que les produits qui sont aujourd'hui dans nos assiettes, si on met des édulcorants, des conservateurs, c'est pour nous, c'est pour notre sécurité, c'est pour qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, pour pas qu'on nous empoisonne, entre guillemets. J'exagère un peu, mais c'est ce que disent les industriels de l'agroalimentaire. Et vous leur dites, il ne faut pas confondre, j'ai trouvé que la phrase était très belle, donc je vais la citer, il ne faut pas confondre nourriture saine et nourriture sûre. Absolument, c'est ce que j'évoquais un petit peu déjà, c'est que vous pouvez avoir une nourriture sûre, c'est-à-dire qu'effectivement, elle ne développe pas de toxines si vous la laissez en dehors du frigo, ou elle ne pourrit pas, vous ne risquez pas un empoisonnement immédiat, comme c'était le cas peut-être au siècle dernier. Néanmoins, elle n'est pas saine pour autant, parce que il est assez rare aujourd'hui, je vous l'accorde, qu'après avoir ingéré un plat, quel qu'il soit, vous mouriez dans la nuit d'atroces souffrances, effectivement, c'est assez rare. Néanmoins, ce qu'il est moins, c'est ce dont on a parlé tout au début de notre discussion, c'est que la nourriture industrielle, c'est à long terme qu'elle provoque des dégâts sur la santé, allant jusqu'à provoquer des morts prématurées. Et donc ça, c'est un vrai problème, un vrai enjeu, et il faut pouvoir l'affronter, ce discours-là, et le tenir, parce que je peux vous assurer que quand vous attaquez à une telle puissance financière, vous ne faites pas que des amis. Mais néanmoins, je pense que c'est à nous tous et toutes de s'emparer de cette question et de dire il ne s'agit pas de rayer d'un trait de plume l'industrie agroalimentaire, mais de lui imposer ce dont on a besoin. Et ce n'est pas parce que ça va lui coûter un demi-point sur sa marge commerciale
qu'il ne va pas falloir qu'elle change sa recette. C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous parle d'intérêt général de santé, mais malheureusement, et vous pouvez le vérifier dans bien d'autres domaines, les gens qui prennent ces décisions-là dans des logiques commerciales, dans leur tête, c'est juste un tableau Excel. Et c'est le pourcentage de marge en bas à droite qui les fait agir. C'est une autre logique. Je ne leur reproche pas, c'est des sociétés commerciales. Mais soit on dit il n'y a plus de sociétés commerciales, et ce n'est pas ce que je dis, soit on dit on leur impose un cadre et des trajectoires. Et en plus, pour compléter, et sans être trop long, imposer ces trajectoires pour améliorer la nourriture, on a les outils en France pour le faire. On a les outils scientifiques, on a les outils publics pour savoir exactement sur quelle catégorie de produits on doit encadrer, vers quel taux de sel, de sucre, d'acide gras, d'additifs on doit aller. Et on sait le faire, on sait accompagner ça. Alors bien sûr, les aliments transformés sont pointés du doigt, mais vous parlez aussi des fruits et des légumes. Vous écrivez que 71% des fruits et 43% des légumes ont trop de pesticides quand ils arrivent dans nos assiettes. Pourtant, les normes HVE, on en a parlé d'ailleurs aussi. Alors là, vous n'en parlez pas dans le livre, mais les normes HVE, elles sont en pleine progression, les normes HVE. Je vous disais tout à l'heure qu'on est aujourd'hui, par exemple, pour la Mirabelle de Lorraine, à près de 90% des producteurs qui sont en normes HVE. Et vous m'avez fait pop, doucement avec le HVE, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, j'espère qu'on a 4 heures pour pouvoir développer le sujet, parce que je suis prolixe là-dessus. Mais oui, c'est la question des résidus de pesticides dans notre alimentation, elle est évidemment super importante et malheureusement, c'est omniprésent. Et je le dis avec d'autant plus de gravité et sachant aussi que vous êtes un public averti et que vous savez à quel point c'est important. C'est le mode de production, et c'est ce que je vous disais, quand on tire ce fil de l'assiette de l'alimentation, il faut aller jusqu'au bout de la pelote. Et c'est quel mode de production est derrière ça. Et si on ne change pas tout ce mode de production, vous aurez des résidus de pesticides. Alors, les législateurs qui ne s'attaqueront pas à ça vont peut-être bouger les seuils, histoire de dire les monter ou les baisser. C'est-à-dire que c'est le cas aujourd'hui. Pourquoi il y a des résidus de pesticides ? Mais parce qu'il y a des seuils d'acceptation des résidus de pesticides qui existent. Si le seuil était à 0, il n'y en aurait plus. Mais donc aujourd'hui, le législateur s'adapte au mode de production, alors qu'il devrait contraindre le modèle de production pour qu'il nous produise une alimentation sans résidus de pesticides. C'est ce que je défends, moi, dans la production alimentaire. C'est qu'on change de logique, on inverse vraiment la logique, et on part des besoins, de quoi on a besoin, et on en fait derrière la déduction de quel type de production il faut, avec quel type d'agriculture, combien de personnes, quelle surface, etc., etc. Quel accompagnement public, parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts, parce qu'on l'a décrété aujourd'hui à Bio-Bernay, et j'aimerais pourtant. Mais ça veut dire qu'il y a un accompagnement derrière à produire. Alors, il faut qu'on revienne sur le HVE. Pourquoi vous vous opposez à ce HVE, donc haute valorisation environnementale ? Voilà. Donc là, environnemental, c'est top, non ? Oui, comme tous les produits marketing, c'est joli quand on dit le nom, mais quand on gratte derrière, ça le fait pas. La HVE, pour le simplifier et le vulgariser, c'est uniquement un engagement des producteurs à respecter les doses d'application qu'il y a sur les bidons de produits phytosanitaires, sur les bidons de pesticides, et avoir ce qu'on appelle un IFT, un indice de fréquence de traitement, légèrement inférieur ou à la moyenne de ce qui se fait dans le secteur géographique. Donc autant vous dire que ça n'interdit absolument pas, ça ne réduit même pas l'utilisation des pesticides dans le mode de production. La seule chose qu'introduit le HVE qui pourrait être, et qui est un petit peu le faux nez qui permet de cacher ce que je viens de vous dire, c'est que est introduit dans la HVE la question sur les exploitations, sur les fermes, de préservation de la biodiversité et de mesures agro-environnementales annexes ou connexes, on peut les appeler comme on veut. Mais voilà ce qu'est la réalité du HVE, c'est que ça ne réduit absolument pas l'utilisation des pesticides dans les modèles de production. Alors, votre proposition, qui est intéressante dans votre livre, c'est que vous dites qu'il faut changer de paradigme. En gros, je synthétise. Vous remarquez que finalement, ce sont les filières elles-mêmes qui imposent leurs normes de standard, qui imposent aussi leur consommation finalement aux consommateurs. Et vous, il dit, il faut qu'on change ça, il faut que ce soit finalement les citoyens qui reprennent la main sur tout ça.
c'est une évidence. Et en même temps, c'est aussi un écueil. Parce que c'est aussi le discours de nous dire pourquoi vous voulez interdire ça, monsieur Prudhomme? Si les gens n'en voulaient pas, ils n'en achèteraient pas. Et donc on vous dit c'est dans la main des citoyens. Sauf que c'est pas aussi facile que ça. Moi je dis c'est aux citoyens de prendre en main en exigeant un encadrement législatif des politiques publiques qui soient conformes à leurs attentes. Parce que le marketing est puissant. Parce que la désinformation est puissante, parce que toutes ces choses-là ne nous permettent pas, en tout cas la majorité d'entre nous, de faire un choix éclairé sur notre alimentation. On n'est pas armé pour ça. En face de nous, nous avons des gens qui sont des spécialistes pour nous expliquer à quel point ce qu'ils nous vendent et qui est ultra transformé est vraiment super génial. C'est l'innovation, le goût de l'année, c'est l'innovation culinaire. Y compris sur le packaging. Hein. Y compris sur le packaging. Et ils sont, voilà, c'est leur métier. De nous faire passer tout ça pour du progrès. Et donc, c'est pour ça, la prise en main par le citoyen, c'est des discussions que j'ai eues beaucoup, y compris avec des gens. Je parlais tout à l'heure de la prévalence de cancer. Je visitais un institut qui lutte contre le cancer à Bordeaux, et une dame me dit oui, mais pourquoi les gens, il suffirait qu'ils arrêtent d'acheter? Mais je lui ai dit la même chose. C'est-à-dire que cette idée qu'il suffit que nous faisions des choix individuels pour que ça change, elle est très ancrée. Et c'est très confortable pour les gens qui savent manipuler nos cerveaux, parce que c'est ce que je dis aussi, et ce que j'ai relevé, et j'en ai fait aussi une proposition de loi, c'est que la publicité est un puissant notamment outil, chez les jeunes. et notamment chez les jeunes. Mais ça a été retiré par le gouvernement. Vous n'avez pas pu le faire finalement. Non, on n'a pas pu le faire. Ça n'a pas été suivi. Et donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas armé individuellement pour aller contre ça. Donc c'est bien une bataille collective, c'est bien une bataille politique au sens, pas politicien, mais au sens noble de politique, comment on s'organise ensemble, quel que soit notre bord politique, pour que le bon sens s'impose enfin dans les politiques publiques. Alors vous proposez carrément un secrétariat général à l'alimentation. Ce serait quoi son rôle? Une sorte de ministre de l'alimentation. C'est pas un peu démago quand même? Non, ça ne l'est pas, et je vais aller encore un peu plus loin aujourd'hui. À l'époque, dans ma réflexion, c'était de dire il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux de production agricole, il y a on touche, quand on tire ce fil de l'assiette, on touche à plein de domaines de notre vie, on touche à la publicité, et donc il faudrait effectivement un secrétariat général qui arrive à coordonner en fait toutes ces politiques publiques. On touche à l'éducation nationale, puisqu'il faut former nos jeunes aussi à bien se nourrir, à savoir. Donc il faudrait quelque chose qui soit transversal. Et donc ça, c'était l'idée. Et en fait, moi, j'ai un peu évolué, et on a réfléchi à ça aussi. C'est que, de fait, il faut plus de ministère de l'agriculture. Il faut un ministère de la production alimentaire, d'accord, qui prenne en charge, à partir des besoins, de quoi on a besoin. On parlait tout à l'heure, juste avant de s'installer ici, de l'autonomie alimentaire. C'est une vraie question. De quoi on a besoin dans nos territoires pour se nourrir correctement, pour faire travailler les producteurs localement. Et ça serait vraiment un changement complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand souvent je me bataille et que j'oppose des arguments au ministre de Normandie, ministre de l'Agriculture, et la dernière c'était sur les néonicotinoïdes, vous savez, ces pesticides tueurs d'abeilles, sur les histoires de betteraves. Et lui nous expliquait à quel point la filière de la betterave était une ligne du commerce extérieur. Et c'est là qu'on a une divergence majeure, quoi. C'est qu'on ne peut pas voir l'agriculture uniquement comme une ligne de balance commerciale. C'est avant tout produire de l'alimentation pour nous tous. On l'a vu pendant cette pandémie, à quel point, à un moment aussi, quand les flux sont coupés et que les camions ne peuvent plus rouler, ou en tout cas que les entrepôts logistiques sont bien handicapés par une pandémie telle qu'on l'a vécue, il faut avoir des producteurs locaux, parce que sinon, vous êtes vite au pain sec et à l'eau, quoi. Alors vous proposez également la généralisation du Nutri-Score, on en a parlé. Je ne sais pas, vous voyez ce que c'est le Nutri-Score, hein, sur les packaging des aliments. Vous dites que c'est bien. Vous parlez d'ailleurs d'autres classifications, Nova notamment. Bon, j'ai trouvé ça très intéressant. Je veux dire, mon Nutri-Score, j'aime pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça se voit, je suis plutôt bon mangeur. J'achète un bon boudin, par exemple, un vrai boudin. Et je vois, alors à ce moment-là, Nutri-Score D. Ils l'ont affiché. Je me dis, c'est injuste pour un producteur qui fait correctement son travail. Nutri-Score D, ça me donne pas envie d'acheter pourtant un bon produit. Et parfois, je peux me retrouver avec des Nutri-Score A, où il y aura du sucre, où il y aura du sel. Donc, je suis un peu timoré sur ce classement Nutri-Score.
Oui, alors effectivement, il porte du bien et du moins bien, le Nutri-Score. Je le soutiens parce qu'il permet, à mon sens, de simplifier l'information et de permettre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les consommateurs, finalement, ne sont pas armés. Et en même temps, je suis un peu en contradiction avec ce que j'ai dit, puisque je dis que finalement, ça ne pouvait pas être que des choix individuels qui permettent de faire ça. Mais je pense qu'il faut quand même agir sur ce registre. Mais bien sûr qu'il porte quelques écueils. Et moi aussi, qui suis chez moi, voilà, c'est pareil. Vous prenez, on mange bien dans le sud-ouest, oui. Oui, on mange aussi des choses qui sont bonnes. On partage cet amour du foie gras avec l'Alsace, ou du jambon de Bayonne. Et vous avez des Nutri-Score qui sont très élevés. Ou de l'huile d'olive. Vous prenez de l'huile d'olive, c'est un Nutri-Score. C'était un des arguments qu'on nous opposait quand on a défendu cette histoire du Nutri-Score. La question, c'est pas de dire on va l'interdire, ça. C'est juste de dire que vous avez une information. Mais surtout, il faut comprendre, il faut former les gens à le poids, la pondération du poids que pèsent ces aliments dans notre ration alimentaire. C'est-à-dire que de l'huile d'olive, oui, j'en consomme, c'est Nutri-Score D, mais j'en bois pas 1 litre par jour. Ça, c'est essentiel. Mais effectivement, le Nutri-Score, il est un premier pas. Et la classification Nova, elle va plus loin puisqu'elle intègre le degré d'ultra-transformation. Et ça, c'est un vrai indice intéressant parce que quand vous avez ce degré d'ultra-transformation, vous pouvez subodorer derrière tous les additifs qui sont embarqués dans cet aliment, ce que l'on disait tout à l'heure. Alors, en quelques mots, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voudrais aussi, presque pour l'anecdote, parce que vous avez été loin dans cette enquête, vous avez même été dans les cantines de nos enfants, sur l'usage du plastique. Là, ce n'est pas du tout fantastique. Et vous avez remarqué qu'il y avait du bisphénol A. Dès qu'on touchait au plastique et qu'on chauffait avec des assiettes en plastique pour les enfants, ça devenait une catastrophe en termes de santé. Oui, et encore une fois, c'est la question de la façon dont on se nourrit hors de chez nous et dont on nourrit nos enfants à l'école et sur des pentes qui ont été prises sur baisser les coûts, rationaliser et donc faire des cuisines de plus en plus grandes. Alors avant, vous aviez une cantinière dans l'école, la petite cuisine, un chef cuistot qui servait dans des assiettes en céramique avec le verre Duralex, voilà. D'accord, qui rebondissait par terre, qui se cassait pas. On a connu tout ça. Et vous aviez ces petites unités, et vous aviez du coup des choses à taille humaine qui permettent encore aujourd'hui, quand elles sont remises en œuvre, de s'approvisionner localement pour faire la nourriture dans les écoles. Mais ça en fait, ça a été rationalisé pour des histoires de coûts. Pour sortir un repas qui ne coûte pas 1,20 € mais qui coûte 1,10 € ou 90 centimes à la portion. Et donc vous avez des cuisines centrales. Vous n'avez plus de cuisiniers, ça s'appelle cuisine, mais il n'y a plus de cuisiniers. Et vous avez de l'alimentation arrive dans des grandes poches en plastique. Alors voilà, vous avez de la blanquette de veau le lundi matin à l'école, méfiez-vous, parce que la blanquette de veau, elle est depuis le vendredi soir dans son sac en plastique, dans des bains-maries à 60 degrés, et puis elle est portée à l'école le lundi matin pour le servir aux enfants. Et ça, c'est un vrai souci, parce que dans ces plastiques, effectivement, il y a des composés qui migrent dans la nourriture. Et ça, c'est une association qui s'appelle Cantine sans plastique, qui est présente à peu près partout en France. Moi, qui m'a alerté à Bordeaux c'était en 2017, qui m'a tiré par la manche, qui m'a dit Monsieur Prudhomme, il va falloir vous occuper de ça quand même, parce qu'il y a un souci. Et donc, c'est comme ça que ça se retrouve aussi dans les alertes que je lance. Et ça progresse, parce que maintenant, on voit que beaucoup de parents, parce que c'est une exigence des parents, vont voir aussi les gestionnaires des collectivités locales qui gèrent les cantines pour leur dire il faut absolument changer de modèle, il faut remettre des légumeries dans les écoles, il faut remettre des cuisiniers, parce que l'alternative aux aliments ultra transformés, c'est quoi? C'est plus de vrais aliments, des aliments végétaux beaucoup plus qu'aujourd'hui, et puis des aliments qui soient variés et cuisinés sur place. Alors vous avez vu, je vous ai posé des questions les unes derrière les autres, et vous m'avez dit en introduction, on connaît à peu près les chiffres, c'est ça le scandale. Il y a une chose qu'on ne connaît pas finalement, c'est le cocktail de tout ça. Vous le dites, on ne sait pas finalement quand on met tout ça, les pesticides, le bisphénol, tout ce cocktail mélangé, il n'y a aucune donnée, on ne sait pas ce que ça donne et on ne sait pas quelles seront les répercussions. On le sait sans pouvoir scientifiquement mettre un chiffre très précis. C'est toujours ça qui est agaçant en fait, quand on est en position de définir des politiques publiques, c'est qu'on nous demande toujours de nous baser sur des choses
très carrés, etc. Moi, je défends le fait qu'il faut appliquer un principe de précaution. On voit aujourd'hui dans nos sociétés, je parlais de prévalence de cancer, les épidémies d'obésité, mais on l'a aussi pointé avec ma collaboratrice Tiffaine Morin, qui est scientifique dans le livre, l'hyperactivité des gamins. C'est pas juste qu'on a des gamins qui sont plus difficiles parce que je ne sais quoi, parce qu'on s'en occupe moins bien. C'est parce que dans les additifs, il y a des additifs qui provoquent des syndromes d'hyperactivité, etc., etc. On voit bien que ça dysfonctionne. Parlons d'infertilité. Parlons d'infertilité masculine. On est en train d'éteindre quasiment, j'allais dire, la capacité de notre espèce à pouvoir se reproduire, vivre dans la durée, et nécessairement, logiquement, on a fait quelques graphiques dans le bouquin, on s'aperçoit que c'est quand même, ça va bien alors de corrélation, ce serait peut-être un peu fort de le dire, mais en tout cas les courbes sont étrangement parallèles. Donc ça devrait nous alerter, en tout cas moi en tant que responsable politique, ça m'alerte en disant il faut absolument prendre un principe de précaution, il faut arrêter avec tous ces additifs qui ont été autorisés dans des conditions absolument scandaleuses. Il faut revenir au mieux, au plus sain, rapidement. Autorisons ceux qui sont autorisés sous label bio, il y en a 48, moins les deux que je supprime, ce sont les nitrates, voilà. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à parler réellement de quelle alimentation on veut. Alors, on a bientôt fini cette conférence. Après, vous pourrez poser vos questions, évidemment. C'est Jean-Louis qui reprendra le micro pour vous donner la parole. Vous dites finalement, au bout du compte, que peut-être que pour s'en sortir, je vous le demande parce que je n'ai pas trop compris en fait, il faudrait une agriculture paysanne. Et là, je me suis dit, il y a donc une agriculture qui n'est pas paysanne ? Bien évidemment, tout le monde le sait. Il y a une agriculture qui est une agriculture industrielle. Et je ne pointe pas là la responsabilité des agriculteurs, je pointe la responsabilité de toute cette chaîne qui a fait peser sur les agriculteurs cette obligation à se conformer à des productions de masse. Je pointe la grande distribution aussi là-dedans, qui a une part de responsabilité assez grande, qui est une invention française, la grande distribution, qui a commencé et on s'est fait prendre, qui a commencé à concentrer beaucoup de choses sur une même surface commerciale, à vider les centres-villes de leurs petits épiciers, etc., etc. Et qui du coup a augmenté les volumes. Et on est tous allés dans les grandes surfaces. Moi, c'était la sortie de l'hebdomadaire il y a 40 ans, quand j'avais un peu plus de 10 ans avec mes parents dans la première surface commerciale où on habitait. C'était le progrès, c'était la modernité. Et en fait, ça a obligé derrière tout le système agricole à produire des pommes calibrées, des patates qui ont toutes la même forme, etc., etc. Et qui, une fois que nous a habitués à aller acheter, et nous a habitués, parce qu'on parlait des classes modestes aussi, les salaires étant ce qu'ils étaient, nous a habitués à trouver chaque semaine une promotion moins chère que celle de la semaine précédente. Elle a appuyé sur la tête des producteurs pour baisser les coûts de production. Et donc, elle a entraîné aussi tout le monde agricole vers cette intensification, vers cette industrialisation. Et donc, moi, quand je dis ça, je dénonce le modèle. Je ne dénonce pas les gens qui en sont prisonniers aujourd'hui. Attention, il faut faire la nuance. Alors, il y en a, et la majorité aimerait faire autrement. Parce que vous le savez, si vous connaissez des producteurs en agriculture conventionnelle, et je vous invite, si vous en avez à côté de chez vous, à aller discuter avec eux, c'est que souvent, ils ne mangent même pas ce qu'ils produisent quand ils produisent des produits alimentaires. D'accord ? Ils ont un petit potager à côté où ils achètent ailleurs. Mais ils ne mangent pas parce qu'ils savent comment c'est produit. Mais parce qu'ils sont enferrés dans un modèle que nous leur avons demandé. À la sortie de la guerre, on a dit il faut produire massivement, les Français n'ont pas à manger. Et donc, voilà, les années 50 jusqu'aux années 70, c'était autonomie alimentaire, industrialisation de mécanisation, pesticides. Et on est rentré dans cette logique-là. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une impasse et qu'il faut absolument, sinon mettre un coup de frein, faire un virage à 90 degrés, voire à 180, faire demi-tour et aller vers une agriculture paysanne, locale, qui rémunère les agriculteurs. Tous ont envie de gagner leur vie avec leur métier qu'ils adorent, avec les connaissances qu'ils ont agronomiques, avec les connaissances de leur terre. Et donc il faut aller vers ça, une agriculture qui produise localement des aliments sains pour une population
j'allais dire, à taille humaine, mais pas pour des millions de personnes, avec des centrales logistiques et des camions d'aliments qui viennent de l'autre bout du monde. On a calibré, on a industrialisé, au bout du compte, vous l'écrivez aussi, 20 à 30% de gaspillage au bout de la chaîne. Il y aurait tellement à dire aussi. Malbouffe, un député met les pieds dans le plat. Une dernière question, Loïc Prudhomme. Il reste quoi de ce projet de loi? Il reste quoi de cette enquête-là, qui est là, aujourd'hui, en 2021? Il reste un énorme projet politique, au sens, pas politicien, ce que je disais, au sens comment demain on imagine que notre production alimentaire répond à nos besoins. Et ça, je le porte au sein du groupe dans lequel je siège, au sein du mouvement auquel j'appartiens. Et ça nous permet d'avoir une idée très précise, très documentée, très argumentée de qu'est-ce qu'on mettra en œuvre quand nous serons enfin majoritaires à l'Assemblée nationale et en capacité de diriger ce pays, ou au moins un ministère de la production alimentaire. Loïc Prudhomme, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Je rappelle que à la fin de vos questions, hein, si vous en avez, mais je suis sûr qu'il y en aura, vous serez à la table qui se trouve sur ma droite, donc sur votre gauche, pour dédicacer cet ouvrage. Je laisse la parole à Jean-Louis de Valmigère, qui est donc le secrétaire général de l'Institut européen d'éthique alimentaire, qui fait un très gros travail de recherche, je le disais tout à l'heure, qui est rattaché à l'Université de Strasbourg. On a beaucoup de chance de vous avoir en Alsace pour ces travaux que vous faites, Jean-Louis. Si tu veux dire un mot avant de commencer sur cet institut, à quoi ça sert, s'il y en a qui veulent venir vous rejoindre, j'imagine que ce sera avec plaisir. Et merci à François Loos, plusieurs fois ministre, d'être présent pour cette conférence. C'est un honneur. Merci beaucoup. Et merci à toi, Eric, d'avoir animé ce débat avec l'élégance et l'habileté qu'on te connaît. C'est toujours un plaisir de voir la façon dont tu interviews les gens, dont tu interroges les gens, pardon, pour cet anglicisme, et de voir la facilité avec laquelle tu le fais, de voir la qualité des réponses du député Loïc Prudhomme. Merci, monsieur le député. Merci. Je vous laisse parce que moi j'ai d'autres engagements au demeurant, donc je ne suis pas fâché. Merci Loïc. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir Eric, merci. Alors comme l'a dit Eric, l'Institut européen d'éthique alimentaire travaille sur ces sujets, mais travaille dans l'ombre. Nous ne sommes pas des militants, nous sommes des chercheurs et on essaye de contribuer. Quand nous avons vu le travail énorme de M. Prudhomme, parce que cette étude, c'est une somme, cette étude de l'Assemblée nationale, enfin d'une commission de l'Assemblée nationale, c'est un document absolument énorme. Peut-être on pourra en dire quelques mots encore, parce que moi j'ai beaucoup admiré ce travail dans lequel on a puisé énormément de choses. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons, et c'est modeste par rapport à ce travail qui a été fait par cette commission.